Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Hop, j'ai bien allumé en dessous. Oui, que l'on n'ait pas un ordinateur qui nous dise non mais j'ai plus de batterie, tu me fatigues. Hop, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Voilà. Au revoir. Bergman machin, là, c'est bon. Je suis pas du genre à acheter mes viewers et followers, c'est bon. Je suis vénère dès le matin. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est pas le... Toi, tu prends un live et tout, le premier message que tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est pas... J'aime pas, c'est insidieux, j'aime pas. Hop. Alors, donc aujourd'hui, on est jeudi matin, normalement. Et ce qui est bien avec le jeudi matin, c'est qu'on parle culture. On va... Alors ce matin, je m'étais dit, tiens... Enfin, je me suis dit il y a quelques jours, hein, évidemment, je vous prends pas par surprise. L'idée, c'était de... Parce que c'est vrai qu'il y avait des... J'ai vu qu'il y a certains musées, on avait Street View, enfin, on avait des Street View au sein de ces musées-là. Je dis, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire une petite balade dans ces musées-là. Et bah, mon premier choix de cœur, hein, c'est le musée d'Orsay. Bah, voilà. Donc c'est ça ce qu'on va faire ce matin. Après, je vais regarder vite fait le Day Challenge Art and Culture, parce que j'aime bien un peu une sorte un peu comme un échauffement cérébral, je ne sais pas comment dire ça, histoire de mettre un petit peu dans l'ambiance. Sur le site Google, je vais vous montrer de toute manière. Voilà. Donc là, voilà, on a le musée d'Orsay et globalement sur le site Google Art and Culture, donc c'est un site vraiment très très intéressant qui permet de faire plein de choses. Donc je vous montre voilà, vite fait. Donc, ce que j'aime bien notamment sur ce site-là, c'est les Daily Challenge. Rien que là, voilà, on peut zoomer sur certains détails, notamment de ces scènes à Argenteuil de Monet. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, le Daily Challenge. Oh, mais là, je la connais cette. C'est trop facile. Enfin, c'est trop facile. Je dis ça, mais j'ai toujours un doute sur le nom de l'artiste. Donc voilà, donc par exemple, ça, ce qui est sympa, je trouve, c'est notamment le Daily Challenge, de regarder un petit peu. Ah, d'accord. Là, c'est une chasse au trésor. Donc là, l'idée, c'est de retrouver Ophélie de Millet à la Tate. Donc alors, je préfère mettre toujours, voilà, parce qu'on ne sait jamais. Toujours mieux pour les gens de voir du français directement. Ah là là. Ah, ça peut être rigolo, ça, du coup. C'est vrai que ce tableau, il est impressionnant. Voilà, je baisse un tout petit peu la musique, que ça ne nous pollue pas trop les oreilles. Alors... Salut Amélie! Juste de passage avant mon cours. Ça marche. Un cours de quoi? Alors, l'Ophélie de 1851-52 de Millet est considéré comme l'un des plus grands hommages artistiques à Shakespeare et un chef-d'œuvre de l'ère victorienne. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une... parce que c'est beau, c'est à la fois une œuvre extrêmement... Enfin, le sujet est morbide, hein. Bon, il est triste. Là, on parle d'un suicide quand même, le suicide d'Ophélie. Mais c'est pas du tout une œuvre triste, je trouve, visuellement parlant. Gestion d'entreprise, comptabilité. Ah! C'est toi qui le donne ou c'est toi qui suis le cours? Non, rien que là, toutes ces petites fleurs, ces détails, enfin c'est... Ah, rien que le détail du rouge, je l'avais jamais vu. Ah, mais tu m'étonnes. L'image inoubliable de la jeune vie éteinte a touché le cœur des générations depuis... Ouais, non mais il est... C'est vraiment un tableau exceptionnel. Tu assistes. Bon courage. Mais en tout cas, c'est des... profites-en, parce que c'est des cours... Je sais que c'est pas forcément rigolo, mais c'est des cours que j'aurais bien aimé avoir. Notamment quand j'ai créé
mon entreprise. Donc voilà, c'est des cours, c'est toujours très très intéressant. Enfin, avec le recul, voilà. Mais non, c'est des cours précieux parce que voilà, moi à l'université, il n'y avait rien de tout ça. Dans mon cursus histoire de l'art, il n'y a pas ce genre de choses. Donc bon, c'est super. Enfin, je trouve moi avec le recul, je trouve ça génial. Mais je peux comprendre, ouais. Oui, c'est utile, mais pas facile à comprendre. Bah après, la chose qui est bien, c'est quand en fait, au début, c'est bien de comprendre. Après, pour la suite, si c'est ton cas par voilà, un niveau création d'entreprise, moi aujourd'hui, non, dès le départ, j'ai fait appel à un comptable, mais au début, la compta, c'était mon associé qui la faisait, et aujourd'hui, il a donné tout ça. Il a vraiment tout donné à la compta parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, d'accord. Oh là là, c'est marrant. Ophélia est détenue. Ça, c'est un petit problème de traduction, je pense. Elle est détenue. Elle est détenue. Elle est prisonnière. Dans la collection de la Tate Britain, sur les rives de la Tamise à Millbank, Londres, le musée néoclassique est l'un des plus grands de Grande-Bretagne et abrite une importante collection d'œuvres d'art réalisées au Royaume-Uni depuis l'ère Tudor. Ça m'a toujours fait marrer ce nom, Tudor. À l'intérieur, des œuvres d'art sont accrochées le long des murs. Comme dans beaucoup de musées. C'est pas grave. Bonjour Gigi. De style salon. Ophélie est parmi eux. Ah ouais? Mais où a-t-elle erré? Petit problème de trad encore. Restez sur cette diapositive et pointez et cliquez pour explorer la galerie. De manière, vu le format... Oui, Gigi. J'aimerais bien que tu arrêtes de marcher. Elle doit être là-bas, de toute manière. Hop. Ah, elle est là-bas au fond. On y va. Mais... Ouais, bah... Alors ça, c'est les petits problèmes... Oh, j'espère qu'on n'aura pas ça dans le musée d'Orsay parce que c'est très chiant. Bon, elle est là-bas, quoi. Elle est là-bas, les gars. Parce que là, on avance 1 mm par 1 mm. C'est très chiant. Bon, alors, ma Gigi. Hein, t'as été calmée? Gigi était très... très frustrée, très énervée avant que je prenne le live parce que Mouta, l'autre chat, lui a piqué sa place sur son âne. Donc voilà, donc c'est le drame de sa vie. Voilà. Bon, allez. Elle est là, hein. Vous la voyez, hein, parce que là, dis donc, on va jamais y arriver sinon. Voilà. Tu as trop d'eau, pauvre Ophélie, et c'est pourquoi j'interdis mes larmes. Oh là là, quel talent. Quel talent, Shakespeare. C'était quand j'étais petite, pas petite, tout est relatif, mais c'est vrai que Hamlet, c'est l'une des pièces que j'ai adoré lire et relire mes étés quand j'étais ado. C'était un bouquin, oui, une pièce de théâtre ou un livre, qui me passionnait. Donc Ophélie s'inspire du personnage du même nom dans Hamlet de Shakespeare, qui est apparemment devenu fou avant de tomber dans une rivière, avant de tomber dans une rivière en cueillant des fleurs sauvages. Pour peindre cette scène énigmatique, Millet a fait allonger son mannequin Elisabeth Siddal, entièrement habillée dans un bain. Ah oui, je m'en souviens de ça. Pour notamment voir comment le vêtement réagit avec l'eau, les cheveux. Enfin, on est vraiment sur un travail très... Et même le corps, globalement, comment le corps réagit dans l'eau, ce qui flotte ou pas, pour donner le plus de réalité possible. Alors, Millet a peint avec précision les fleurs comme décrit par Shakespeare. Fleurs de corbeau, ortie, marguerite et long violet. Mais il a également ajouté des coquelicots rouges, symboliques du sommeil et de la mort. Tout à fait. Les coquelicots là. Ouais, ok. Merci d'avoir participé à la recherche. Bah de rien. Le reste de la Tate Britain, non, aujourd'hui, on est au musée d'Orsay. Hop, et on y va. Tadam! Alors, le musée d'Orsay, pour les personnes qui étaient là, c'était au lancement de la chaîne, c'était le 20 février, on avait il y avait une exposition virtuelle qu'on avait faite via ce site, Google Arts and Culture, où on avait l'histoire du musée d'Orsay, qui était
qui a eu beaucoup d'usages, enfin, en gros, qui a pas mal changé hein, depuis le début d'un point de vue fonction. Il a même failli changer de visage, hein, cet établissement-là, enfin, le bâtiment. Donc on avait fait ça. Et donc si la chose vous intéresse, j'ai mis le replay de cette visite à travers l'histoire vraiment du musée d'Orsay. Elle est sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez aussi tout à fait assister à ça. Et donc là, voilà. Là, c'est un musée pour lequel j'ai ça fait partie de ces musées qui ont vraiment participé à ma construction personnelle et professionnelle aussi en tant qu'historienne de l'art. C'est un musée où j'ai passé beaucoup de temps. J'ai eu notamment beaucoup de cours là-bas. Quand j'étais à la fois à l'école du Louvre et après à l'université. Voilà, c'est un lieu qui m'est cher, donc c'est aussi pour ça que je voulais commencer par ce musée. Donc l'idée c'est de se balader un petit peu, vraiment de revivre une sorte d'expérience, même si on n'est pas sur place, mais au moins, c'est vrai que c'est pas pareil que d'être sur place, mais au moins on est tranquillement assis, on est bien, on n'a pas... on a notre café, on peut mettre notre plaid si on a froid. Là, ça se trouve, certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez, vous faites quelque chose à côté. Et il y a l'idée, c'est de chiller un petit peu, de découvrir, de redécouvrir ou de découvrir, si certaines personnes ne connaissaient pas ce musée-là, ou n'y sont jamais allées. L'idée, c'est de vous le montrer un petit peu et partager à la fois des souvenirs et en plus se promener, vous donner des petites bulles de culture. Voilà. Hop. Donc là, quand on arrive dans... Alors, je sais pas si on peut... Je voudrais aller là-bas, moi, en fait. Attends. Déjà, on va essayer d'appréhender l'outil. Hein. Ok, mal barré. Ah, d'accord. En fait, c'est du Street View, mais pas du vrai Street View. Oui, ma Gigi. Alors, c'est bien. Tu es gentil, tu évites de marcher sur le clavier. Donc, on va ranger le clavier. Parce que tu es... Voilà. On peut aller dans les salles. Tiens, c'est bon. Hop. Non, je vais aller là-bas. C'est bon. On va aller quand même vers le début si possible, hein, si c'est pas trop compliqué. Parce que quand on entre dans le musée d'Orsay, on arrive... Hop, allez, on y est presque. Ouais, bon, j'avoue, ça, c'est vrai que la technologie a parfois un peu du mal à redonner... Bon, voilà, on va dire que là, on y est bien. Hein. Donc, quand on entre dans le musée d'Orsay, en fait, on arrive de ce côté-là. Donc l'idée, c'est d'offrir une sorte de panorama, un très grand panorama. Donc quand on entre, on voit toute cette aile-là qui est consacrée à la sculpture. Et sculpture, oui, le musée d'Orsay, c'est collection du 19e siècle. Hein. Même... il y a encore, ça dépend, il y en a qui sont bons. On a un peu du 19e siècle aussi au musée du Louvre. Par exemple, on a les Delacroix, ils sont au musée d'Orsay, au musée du Louvre, je vais y arriver. Donc tout ce qui est 19e n'est pas au musée d'Orsay. Là, on est plus à partir du ouais, et encore, non, le romantisme. Donc on est c'est vraiment cette production 19e siècle. À partir, on va dire quasiment toute la seconde moitié du 19e, avec un début 20e aussi, un petit peu du début du 20e, notamment tout ce qui est Art Nouveau. Est-ce qu'il y a un peu... Ouais, si, il y a un peu d'Art Déco aussi, de mémoire. Hein. Bon, de toute manière, on va aller redécouvrir ça ensemble. Donc on arrive là, et l'idée, évidemment, il y a ce côté époustouflant hein, quand on entre dans ce musée. Moi je rappelle la première fois je suis entrée dans ce musée-là, je me suis dit... il y a forcément une sorte d'effet waouh. C'est une ancienne gare, c'est une très belle gare. Et là, quand on avance un petit peu, on se retourne, on voit cette magnifique horloge. Il y a un côté magique hein, dans ce musée. Hein. Il y a un côté incroyable. Et en plus, le fait d'avoir conservé la gare, on est complètement dans la logique du 19e,
un mélange entre la présence de l'industrie dans le quotidien qui est vraiment de plus en plus puissant. Et du coup, quand on arrive, on a tout un tas de sculptures. Alors par contre, je n'ai jamais eu... Je crois pas avoir eu de cours de sculpture au musée d'Orsay. Ça me dit rien. Donc à chaque fois, moi, c'était un intérêt complètement esthétique. Ça, c'est un petit peu galère quand même. Hein. L'outil n'est pas complètement au point, les gars. Enfin après, c'est déjà énorme. Hein. Là, je suis très tatillonne. Mais... Oh, si j'ai dû en avoir des... Peut-être... Oh, moi, si, j'ai eu quelques cours. Ah, là, par exemple, vous avez Hugolin, là. Voilà. Oula, un peu trop, pas trop de zoom. Hein. Donc là, c'est histoire du Gaulin, qui en gros, c'est un personnage qui a été enfermé avec sa famille parce qu'il avait trahi. Est-ce que c'était... Ah, je sais plus si c'était Florence ou... Enfin, en gros, voilà, c'était un traître... Enfin, considéré comme un traître... c'était pas encore la nation à cette époque-là, il n'y a pas de nation italienne à ce moment-là, mais en tout cas c'est quelqu'un qui était enfermé avec ses enfants et ses enfants l'auraient supplié d'être mangés par leur père pour pas qu'il meure de faim et pour pas qu'on perde en fait toute sa culture, toute son... Voilà, donc les enfants se sont sacrifiés pour la mémoire du père. Par contre, je ne me rappelle plus du tout qui a fait cette sculpture-là. Là, c'est le... Ouais. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Ça, tu vois, par contre, c'est un petit peu dommage. Parce que je suis plus très sûre de qui l'a faite. Bah, attends. Je vais regarder vite fait. Parce que même moi, ça... Oui, ma Gigi, tu peux aller aussi te laver ailleurs. Hop, un petit chat. Alors, Hugolin, Orsay. Je sais plus qui c'est. Ah bah c'est Rodin. Non, bah non. Non, c'est Carpeau. Bah oui. Enfin, je dis ça oui, c'est me paraît évident maintenant, mais tout à fait. Non, le truc, enfin le truc, le Rodin, c'est la petite à côté, je crois. Non, ça c'est le. Je sais pas pourquoi il indiquait. Je regarde vite fait. Pourquoi il indiquait Rodin? Est-ce que c'est par rapport à la... Ah oui. Mais du coup, il est plus haut normalement. Normalement, il est... parce que toute cette partie-là, c'est à part... Bah non, même la porte des enfers, elle est un peu plus haut. La porte des enfers de Rodin. Donc, ouais. Non, attends. Carpeau. Alors... Ouais, ils disent pas trop... Et... D'accord. Donc par contre, il n'y a pas... Il n'y a pas énormément... Oui, laisse tomber. Il n'y a pas énormément d'informations. Donc après, effectivement, j'ai vu le nom de Dante. Ouais, je me souviens que c'était assez parti de la Divine Comédie de Dante, l'un des chants. Tout à fait. Et donc là, on a... Enfin, c'était ce que je trouvais... Quand j'ai au musée d'Orsay, ça, c'est des choses qu'il y a ponctuellement. Et notamment avec les œuvres de Carpeau, donc du sculpteur Jean-Baptiste Carpeau. On a souvent enfin, il n'y a pas que de lui, hein, mais on retrouve les modèles, enfin les maquettes, enfin ces petits éléments qui ont servi en fait à travailler l'œuvre dans sa globalité, mais en gros on n'arrive jamais à tout de suite l'œuvre finale. Hein. Là, cette œuvre du Gaulin qui est très grande parce que évidemment on n'est pas sûr que ça plaise
enfin que le rendu final plaise, donc s'il y a un commanditaire ou que ça plaise à l'artiste, hein, tout simplement. Donc évidemment, on travaille d'abord hein, avec notamment de la terre cuite, enfin de la terre cuite, avec de la terre qu'on pourra ensuite cuire ou non si on veut. Ça peut être du plâtre aussi, enfin voilà, ça peut être tous ces éléments-là. Salut la faucheuse, comment tu vas? Donc voilà. Ah, j'adore ce tableau. Là, c'est les Romains de la décadence de Thomas Couture. C'est un tableau que j'aime beaucoup parce qu'il est... je trouve qu'il est très bien placé. C'est un tableau qui est très visible. Et enfin, on peut le voir de plusieurs points de vue. Et moi, j'aime bien, c'est de le... Voilà, c'était de le regarder là-haut, en fait, depuis ce petit pont. Bah ça va, merci. Ça va. Petit moment culturel, donc c'est plus chill qu'hier soir quand on a joué à Hades. Hop, et on va s'approcher un petit peu. Ah là là. Ah oui, donc là, là c'est à cause de la prise de vue. Parce que voilà, le problème avec ce genre de tableau, donc pourquoi j'aimais bien me mettre en haut du sort de petit pont là, c'est parce qu'un tableau, le problème c'est la question du point de vue. C'est-à-dire que là, le tableau est bien placé, mais il est aussi conçu comme une sculpture en fait. Hein. Toute œuvre est conçue selon un point de vue particulier, ou plus quand on a affaire à une sculpture, parce qu'une sculpture, ce qui est génial, c'est qu'on multiplie les points de vue. On peut faire le tour, on peut avoir différents vraiment, voilà. Alors qu'un tableau, le point de vue derrière le tableau, il n'est pas forcément utile, sauf s'il y a des choses derrière. Voilà, ça peut arriver. Hein. Mais en tout cas, on a moins de possibilités qu'une sculpture en général. Donc là, ce qui est intéressant avec ce genre de tableau, bah, c'est que quand on est dans le musée et qu'on arrive à hauteur, à échelle, à la même échelle, à la même hauteur, à la hauteur des yeux, on se rend compte qu'on voit pas l'œuvre dans sa globalité, mais au moins on peut voir on peut se focaliser sur un détail ou deux. Mais du coup, il faut reculer en général pour mieux appréhender une œuvre, du moins dans sa globalité. Hein. Et là, les Romains de la décadence, c'est une vision un peu... Bon, après, c'est une vision personnelle, mais c'est une vision de l'artiste qui est un petit peu aussi pessimiste. Enfin voilà, donc il y a des a priori sur les Romains et sur la fin de la période romaine qui était vue en fait comme une période décadente. En fait, on aime bien en général. Enfin, on aimait bien parce qu'heureusement là-dessus les mentalités ont évolué. On aimait bien se dire qu'il y avait dans toute civilisation un début avec des tâtonnements, un milieu avec l'apogée et une fin avec de la décadence. En général, c'est comme ça qu'on aimait. Bon, après, il y a peut-être encore des personnes qui le voient comme ça. Mais d'un point de vue scientifique, on a énormément relativisé tout ça. Alors, un exemple, voilà, l'Empire romain, le début, les tâtonnements, machin, le milieu, l'apogée, et là, à la fin, voilà, la décadence. On a pareil avec le Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge avec l'Antiquité tardive, une sorte de petite transition. L'apogée avec le gothique, etc. Et la fin, la décadence. Enfin, on est toujours dans ce schéma. Enfin, on était dans ce schéma-là. Donc, heureusement, les choses ont beaucoup changé à ce niveau-là. Enfin, heureusement, les disciplines scientifiques ont énormément évolué. Et l'histoire de l'art en fait partie. Très très beau, ça. Ah, bah... Ça, par contre, ouais, c'est... Ça aurait été bien d'avoir... Attends, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur les vignettes? D'accord. Ah non, d'accord, c'est vraiment la question de la visite. D'accord. Bon, mais ouais, c'est là où vous voyez, en gros, vous pouvez juste vous balader. Et tout seul, c'est un peu complexe.
et j'ai sorti ma tasse sculpture. Ça a été offerte par une amie. Et en gros, c'est tous les artistes représentés selon leur art, mais de manière un petit peu... juste avec un trait un peu comme la ligne. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah si, c'est la ligne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'ailleurs? Que je vous parle un petit peu, voilà, que je vous fasse un petit peu aussi de l'histoire de l'art. Donc toutes ces parties, comme je vous disais, on est sur... C'est pour ça que quand je vous disais là, pour moi, il n'y a pas Rodin qui est ici. Pour moi, Rodin, il est censé être plus là-haut. Là, voilà. Là, par exemple, on a là-haut la porte des enfers de Rodin. Parce que Rodin, c'est un artiste qui est plus... vraiment fin 19e et même début 20e. Hein. Il est même plus considéré comme début 20e. Ah, et encore. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un artiste vraiment de transition sur ces 2 siècles. Là, on est dans... Il y a une logique chronologique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, on avait, par exemple, tout au début, on avait notamment des sculptures représentant Goethe. Il y avait aussi, je crois... je pense c'est pas Napoléon, mais c'est... en tout cas, on est sur vraiment le début 19e. On remonte le temps pour arriver à, hop, ici, les années 1860, avec 60-70, enfin dans cette période-là, avec Carpeaux, qui a notamment réalisé les sculptures de la façade de l'Opéra Garnier. Voilà, peut-être que voilà. Attends, Carpeaux. Non, attends, j'ai des bêtises, c'est Dalou. Ça va pas, Sabine, hein, ce matin, ça va pas. Non, on a... Je vous dis n'importe quoi, c'est du pur délire, là. Je suis désolée, je suis pas très bien réveillée. Ah, c'est étonnant, quand t'as des doutes comme ça, affreux. Mais non, si, c'est Carpeaux, c'est la danse de Carpeaux. Non, mais... mais à culpa. Non, si, c'est la danse de Carpeaux. Bah, allez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on vérifie. Mais si, c'est la danse de Carpeaux. Danse Carpeaux. Il n'y a pas de doute, en fait, là. Même en termes de style. Voilà. Non, mais Sabine. Focus. Keep focus. Donc, en effet, on est bien avec du Carpeaux. Ah, mais c'est peut-être à cause de ça. Parce que ça, normalement, ça, c'est Dalou, je crois. Non, c'est aussi Carpeaux. Bon. Voilà. Bah, écoute, je confonds avec l'une des pièces de Dalou. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça, tu confonds. C'est la vie, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on remonte et on voit... On avait beaucoup de... Enfin, on a beaucoup de sculptures blanches, hein, de couleur blanche. Ou alors de couleur bronze, enfin de couleur plus sombre. Et ça, c'est parce qu'on a un imaginaire autour de la sculpture à cette époque qui est très lié à ce qu'on pense, ce qu'on imagine que, la manière dont on se représente en fait la sculpture de l'Antiquité. Le 19e siècle est très 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 marqué par l'art antique. Ça fait partie en fait de ces modèles de référence. Et pour être un bon artiste, on doit faire comme dans l'Antiquité, enfin ce qu'on croit être l'Antiquité. Donc on va faire des sujets qu'on considère comme étant nobles, si on veut exposer dans les salons. Sinon, bon, bah, on fait ce qu'on veut, hein, mais c'est juste que faire des choses qui ne sont pas dans les clous, si on peut dire ça comme ça, des choses qui ne correspondent pas à ce goût du classique et de l'Antiquité, on risque de ne pas être exposé. Donc, bon, voilà, ça c'est les différents choix de carrière possibles d'un artiste, suivre un peu le système ou ne pas suivre le système. Et comme on pense que les sculptures antiques étaient blanches, et encore, il y avait certains quand même spécialistes qui avaient mis en avant le fait que non, les sculptures de l'Antiquité, elles étaient peintes, hein, c'était pas du tout blanc, donc arrêtez avec le fantasme de la blancheur.
Bon, certains n'ont pas voulu suivre cette... n'ont pas voulu se dire, bah tiens, effectivement, peut-être que c'était comme ça dans l'Antiquité. Donc ils se sont dit, bon bah hop hop hop, l'Antiquité, c'est de la blancheur, parce que le blanc c'est beau, c'est pur. Simplement, je vous la fais simple. Et donc voilà, donc il y a un idéal de blancheur, il y a un idéal à travers l'Antiquité. Donc on fait les choix des sujets, on est vraiment dans une admiration incroyable de l'Antiquité gréco-romaine. Hein. C'est le modèle par excellence. Après, on a d'autres choses. Donc là, notamment, on a aussi des représentations de personnages qui vont incarner donc une sorte d'ailleurs. Là, en l'occurrence, ça va être l'Orient, l'Afrique. Donc, ça va être des sujets qui vont aussi intéresser les artistes, notamment par rapport au traitement des couleurs. Et là, en l'occurrence, je trouve, j'ai toujours été fascinée par... Mais reviens là. Ah bah ça me permet de regarder à l'arrière, hein. Regardez là, le traitement des tissus, c'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, une volonté de faire un assemblage de plusieurs matières pour créer de la couleur. Notamment... Ah dommage, je pensais qu'on aurait pu... Hop, hop, hop. Allez, on vient là. Là, c'est bon là? Je vais y arriver, promis. Là, c'est bon? Voilà. Hop. Donc voilà, on a vraiment un assemblage de plusieurs matières. Ah, ça doit être de... C'est beau ça, on dirait je sais pas si c'est de l'onyx ou... On voit pas très bien. Mais ça c'est dommage, un cartel qu'on ne voit pas. J'aurais bien aimé un système, tu vois, de cartel qui se... Parce que je sais plus c'est quoi les matières... Attends. J'aimerais bien montrer un petit peu... Attends, recherche... C'est Corbière, je sais plus comment il s'appelle. Alors Corbière, statue... Ah, c'est penser à Alexis Corbière, mais c'est pas ça. Statue Orsay, non, c'est un autre nom. Ça me fait penser... Non, mais non, c'est pas ça, attends. Alors... Ah, comment j'écris statue? Oh, Sabine, merde. Pardon, je jure, mais là, je me fatigue, là. J'ai mal dormi, c'est pour ça. Ces statues... Ah, quand c'est du polymatériau, je sais plus comment on dit. Alors, orientaux. Parce qu'en général... J'ai bien écrit, là, c'est bon? Non, mais du coup, il n'y a pas de S, voilà. Hein. Oui, non, ça, c'est à l'extérieur, ça. Ah. Ah oui, forcément, c'est le hop. Ils ont gardé le terme de le titre de l'époque, Cordier. Oh, mais pourquoi Corbière? Bon, il y avait au moins les 3 premières lettres. Donc Cordier, donc c'est de l'onyx, c'est ça, voilà. Donc on a de l'onyx. Et effectivement, là en fait, Corbier, on va fermer ça parce que c'est un petit peu quand même... c'est le problème des mots qui sont malheureusement conservés à l'époque. Ils n'étaient pas vus comme des mots négatifs, alors que... Voilà, c'est très gênant aujourd'hui de montrer ça. Voilà. Donc, Corbier. Lui, on est plutôt dans ce goût de l'Orient, dans cette fascination pour l'ailleurs. Et lui, il va essayer d'aller à l'encontre de ce principe de la sculpture blanche, machin, voilà, l'Antiquité, rêver. Lui, il veut justement, lui, il est plutôt adepte des sujets orientaux. Ça le fascine. Donc, il va essayer de mettre de la couleur dans la sculpture. Mais voilà, malheureusement, en termes de titre, c'est pas terrible. Enfin, bref, c'est toute la problématique du fait de renommer les statues, enfin les œuvres, lorsque un élément du titre est problématique. Là, c'est vrai qu'avec le recul, avant j'étais plus sur la question, j'ai dit bon, allez, en même temps, on l'a nommé comme ça à son époque.
Malheureusement, je trouve que c'est des... Enfin ça, par exemple, le titre de l'œuvre qu'on a vue, c'est un titre beaucoup trop problématique à l'heure actuelle, et même si c'est le titre originel, bon, ça pose... En fait, ça pose quand même des questions très, très importantes, et... Donc ouais, c'est pas du tout un sujet simple, même si je serais d'avis, allez hop hop hop, on change le titre, quoi. Les mots ont évolué, donc ce serait logique de changer le titre parce qu'on est capable de l'adapter. Par exemple, on peut traduire les titres. Alors qu'est-ce qui fait que quand on traduit un titre, on devrait... ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme dans les musées, on va mettre, les œuvres de Monet, on va pas mettre le titre en français. On va mettre le titre en anglais, parce qu'on va le traduire. Donc voilà, pourquoi on traduirait pas ce pan de... Enfin, ce pan de l'histoire que... mais qu'il faut peut-être mettre de côté. Voilà. Ouais, voilà. Bon, allez, on retourne à Carpeau. L'Opéra Garnier, c'est quand même plus joyeux comme sujet. C'est le stream du matin. Mais je pense qu'après mon café, je serai au taquet. Donc Carpeau. Carpeau a fait certaines sculptures. Ah, mais c'est parce que Dalou a fait... C'est pour ça, je pense, ma confusion tout à l'heure. Parce qu'en général, quand je présente cette œuvre lors de cours ou autre, je mets toujours en regard Dalou. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà. Bref. Donc, l'Opéra Garnier, qui a été fait... Enfin, c'est un projet de l'architecte Charles Garnier, a fait appel à des artistes très variés pour justement pour montrer vraiment les différents talents qu'on a sur le territoire, et aussi parce qu'on est en plein éclectisme. C'est d'ailleurs, on est en train de vivre l'éclectisme là à travers l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, c'est un mélange de styles. Après, c'est pas un mélange random, hein, c'est un mélange très bien conçu. C'est une composition de styles qui incarne, pour les personnes qui ont ces projets-là, donc pour Garnier, il va vouloir mélanger donc des styles qui incarnent, selon lui, le meilleur de l'art. Donc on peut avoir des références à l'art byzantin, des références à l'art oriental, ou à l'industrie. Enfin voilà, l'idée c'est de prendre le meilleur dans tout et de composer avec, de faire une sorte de composition esthétique qui fonctionne. Et ça, c'est l'éclectisme. Et pour l'opéra, il va demander notamment à Dalou de réaliser, il n'y en a qu'une, je crois, de mémoire il n'y en a qu'une, une des sculptures, et qui doit représenter la danse. Et du coup, Carpeau propose un groupe très animé où on voit les personnages qui dansent autour de ce personnage qui s'élève, qui semble bondir, qui danse en fait, donc il bondit. Et tout autour, voilà, donc c'est les femmes qui font une ronde autour en dansant. Et donc là, on a parce que vous me direz, bah oui, mais on a encore sur la façade de l'Opéra Garnier, il y a encore ce groupe. Tout à fait, en fait, c'est un groupe qui a été remplacé, qui a été... le but, c'était de préserver ce groupe-là. Donc là, celui-ci, c'est l'original de Carpeau. Et celui sur le musée d'Orsay, sur la façade de l'Opéra Garnier, je vais y arriver. Sur l'Opéra Garnier, en fait, c'est une réplique faite dans les années 80, je crois. Ouais, de mémoire, mais par contre, je suis sûre qu'il a fait, parce que ça m'a toujours fait marrer comme anecdote. C'est le papa de Belmondo, qui était sculpteur. Donc c'est... Voilà, l'œuvre sur l'Opéra Garnier est une réplique, je crois, des années 80. Et cette œuvre, l'autre anecdote assez rigolote, c'est que c'était pas du tout une œuvre appréciée en son temps. Enfin, quand on a commencé à montrer
que l'Opéra Garnier était en travaux, donc on voyait donc certaines choses, on pouvait aussi soulever les bâches, on pouvait regarder un petit peu. Et cette œuvre de Carpeau, quand on l'a vue, il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale, on s'est dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin, ça, à l'époque, c'est vu comme quelque chose de pornographique, hein, limite. Hein. C'est la torsion des corps, le mouvement, et voilà, ces femmes qui dansent autour de cet homme qui bondit. Enfin, c'est un dieu, hein, peu importe. Enfin, voilà, on a ce côté virevoltant, ce traitement du nu, un nu qui n'est pas dans une pose très, très classique. On est vraiment sur cette question de torsion des corps, qui met en avant justement le physique. Enfin, c'est très mal vu. Et il y a même eu un autre scandale. On a eu une nuit, quelqu'un a jeté de l'encre sur cette œuvre. Donc ça avait été nettoyé, hein, des années 60, très très vite, dès le lendemain, quoi, ça a été nettoyé. Mais pour vous dire que c'était pas du tout bien reçu. C'était pas... Après, c'est une personne, hein, parmi d'autres, mais dans tous les cas, on n'avait pas un retour positif de ce type d'œuvre. Hein. C'était considéré comme étant très impudique. Et là, je pense c'est une ébauche, sans doute en argile, de Carpeau. Et puis là-bas, vous avez l'Opéra Garnier. Avec une vue de Paris, là. C'est vrai que c'est rigolo. Hop, voilà. Donc là, c'est une coupe pour vous montrer l'Opéra Garnier. Ce qui est bien avec ce genre de maquette, c'est qu'on voit tout de suite à quoi les volumes correspondent en fait de l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Enfin, voilà, là, ce gros bloc, on voit que c'est pour la scène avec les machines. Enfin, voilà, tout. Quelque chose qui nécessite beaucoup, beaucoup de place. Ouais. Voilà, c'est Garnier, là. Là, on a un portrait de Charles Garnier. Donc, qui est très jeune, hein, quand il réussit le concours pour l'Opéra Garnier, c'est quelqu'un de... Il a même pas 30 ans, hein, de mémoire. Hein. Ouais, et là, c'est toutes les maquettes de l'Opéra Garnier. Attends, retourne là, parce que c'est mieux. Donc, on a cet espace. Alors, par contre, je sais pas, est-ce que... hop... D'accord, je regarde. Bon, par contre, ça a changé. Hein, là, le musée d'Orsay, donc il y a eu une transformation des salles. Ok, bon. Il y a eu une transformation des salles au musée d'Orsay. Donc là, parce qu'on voit l'impressionnisme, Monet, il y a eu une modification de certaines salles. Mais du coup, attends. Enfin, moi, quand j'y suis allée la dernière fois, c'était encore comme ça. Mais il commençait aussi à transformer un peu là-haut. Ouais, c'est un petit peu... d'accord. Donc, alors, est-ce que... Par contre, je me pose la question... Bah, écoute, on va on va suivre les petites vignettes. Hein. Donc là, on est dans la partie... Hop, Van Gogh. Ah bah oui, donc c'est ça, donc là. Attends, je regarde là, c'est quoi? Et bah là, on est face à Rodin, enfin le Balzac de Rodin. Donc on est déjà à l'étage là. Mais encore une fois, ça a pas mal changé, mais c'est pas grave. Ça nous permet un petit peu de voir quelques œuvres notamment de Van Gogh. Avec un de ces fameux autoportraits. Quand j'étais petite, Van Gogh, c'était vraiment l'un des artistes qui m'a vraiment fascinée, notamment par son traitement, par sa touche.
Enfin, il a une touche vraiment particulière que je trouve vraiment... un peu comme des petites vagues. Un côté très, très reposant pour... je trouve pour l'œil en fait. Moi ça m'a toujours reposé ce qu'il faisait. Ah là-bas c'est plus... Allez, on va aller là-bas. Non, tu veux pas aller là-bas? Bon, d'accord. Ah! Bon, tant pis. On retourne là-bas. C'est plus simple. Là, le docteur Gachet aussi. Vous avez... Ah, c'est rigolo, ça, les portraits des deux petites, là. Vraiment, cette... Faut des deux enfants. Ouais, cette ligne assez... bien marquée. Portrait du docteur Gachet, vous avez aussi la maison du docteur Gachet qui est très sympa à visiter avec un très très beau jardin. Donc c'est aussi c'est un lieu que je vous recommande dès qu'on pourra retourner dans le musée. Oh là là, c'est un petit peu compliqué quand même tout ça. Magnifique œuvre. Parce qu'on a un cartel. Oh là là, c'est un petit peu complexe quand même l'outil. Ah ça aussi c'est très joli. Donc Van Gogh fait partie de ces personnes qui peignent aussi beaucoup de nature morte. Enfin, nature morte. Si, c'est nature morte. Et c'est très pratique la nature morte. Quand on est artiste et qu'on n'a pas énormément de moyens, c'est plus simple de peindre un pot de fleurs que de peindre un modèle qu'il faut payer. Encore plus... Si on a un artiste caractériel, c'est encore plus simple. La fleur, elle bronche pas, elle bouge pas, voilà. Et Van Gogh, il a peint beaucoup. Enfin, après, il devait aussi beaucoup aimer les fleurs, c'est pas la question. Mais il a peint énormément d'objets, notamment aussi on a des chaussures. Pas mal de représentations de chaussures de Van Gogh, parce que ça coûte rien en fait, c'est des objets qu'on a et sur lesquels on peut essayer ses techniques, son style, essayer de nouvelles choses. Et notamment Van Gogh, ce qui l'intéressait, donc au-delà de la touche, donc vraiment cette manière de déposer les pigments sur la toile, donc la touche, ce qui l'intéressait aussi, c'était le traitement de la couleur. C'est quelqu'un qui est vraiment fasciné par... les différentes théories qu'on a qui sont publiées autour de la couleur à cette époque-là. Et notamment, lui, ce qui le passionne, c'est... il y a deux théoriciens, il y a Charles Blanc et Eugène Chevreul. Donc tous les deux, en fait, vont faire... Ah, c'est bon, on est arrivé là. Ah, on pourra pas aller plus loin, je crois. Ouais. Donc là, c'est plus... Ok. Donc on a... ces deux théoriciens qui ont travaillé sur notamment la question de la couleur. Sauf que Chevreul, lui, c'est quelqu'un qui a bossé à la manufacture des Gobelins. Salut FJ Coin, ça va? Chevreul a travaillé à la manufacture des Gobelins et donc il a une vision très pratique du rendu des couleurs et donc il va faire un traité autour de la couleur et comment cette couleur peut aller ou ne pas aller avec une autre couleur. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais jusque-là, on avait surtout des réflexions liées à l'optique. Enfin, le spectre des couleurs, etc. On savait ce que c'était. Mais vraiment, la question de savoir quelle couleur est complémentaire de telle couleur, etc., on avait quasiment rien en fait. Et les artistes faisaient un petit peu comme il leur semblait évident. Mais là, avec ces nouveaux traités, on va avoir des productions de tableaux où on est en train d'explorer ces pistes-là. Donc c'est pour ça qu'on dit, tiens, tout d'un coup, on se dit, c'est étonnant qu'on ait des œuvres extrêmement colorées, etc. C'est un travail de recherche à partir de ces théories des couleurs. Voilà. Là, par exemple, un travail du bleu en lien avec le jaune orangé, parce que dans les ouvrages de Chevreul et de Blanc, on évoquait la question de la complémentarité des couleurs. Tranquille, un petit stream culture en background du boulot, ça va le faire. Mais oui. Et encore,
Je pense que t'es arrivé au bon moment, là, c'est bon, mon cerveau se réveille. J'ai eu des moments de vide intersidéral à tout mélanger. C'était, je pense, extrêmement... enfin, non, pas déplaisant, mais... enfin, déplaisant pour moi, parce que je me dis, non, mais réveille-toi, Sabine, ça va pas. Bois ton café, hein, au bout d'un moment. Mais ça va, là, ça commence à... Ça va, je me réveille. Je me réveille. Et là, c'est pareil, donc hop, du jaune, du bleu, enfin, ça, pour nous, ça peut paraître évident, qu'on dit, ah bah tiens, cette couleur, ça va avec ça, etc. Et là, on a vraiment des théories qui traitent de ça, en sujet complet. Voilà. Tiens, on a du Gauguin là-bas. On distingue, ah, il y a peut-être une... on verra peut-être après. Hein. Du coup, désolé, c'est pas dans l'ordre, visiblement, parce que là... Enfin, la première salle était dans l'ordre, ça. Mais là, on est passé à Van Gogh. Et on revient là aux années 60. Enfin, Van Gogh, c'est juste un tout petit peu... après, c'est plus années 1170... non, 80-90 d'ailleurs. Hey Mila Mello, merci pour ton suivi. Mais normalement, j'avais réglé ça. Qu'est-ce que... Mais pourquoi? Ah. Eh, les chats, là. Pas de bagarre. Chut, chut, chut. Ah, je suis désolée, je pensais avoir réglé là le... Merci, Corto de B. Toi aussi, tu aimes la culture. Merci à vous deux. Merci, Mila Mello. Merci, Corto de B. Mais je t'ai persuadée d'avoir réglé ce problème. Parce que, en fait, mes notifications... Ah, mais c'est ça, en fait. Attends. Non, c'est pas ça, Sabine. Attends. Normalement, ça devrait être bon, là. Ah, désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous qui aimez la culture. Merci infiniment. Salut, Queen Asenat. Comment tu vas? On visite le musée d'Orsay. On essaye parce que l'outil est un peu compliqué, je trouve, à prendre en main. Voilà, voilà. Et donc, ouais. Donc, bah voilà. Donc, ouais, Van Gogh, c'est un petit peu plus après. En sachant que Van Gogh, il a une carrière super courte, hein, au final. Hein. C'est quelqu'un qui... il peint quoi? Il peint moins de... Il peint 10 ans, je crois, de mémoire. Attends, je regarde vite fait. Hop. Ah, Van Gogh. Est-ce qu'il meurt en 1892, non? 90, voilà. Il décède en 1890. Et ouais, sa période de peinture, en fait, on est surtout, voilà, 1880, 1890. Donc, c'est une dizaine d'années au final, sa production. Hein. Enfin, enfin, si, bah si, en fait, c'est quelqu'un qui... si, il a pas en disant, hé, les filles, oh, oh, oh. Ça va se bagarrer, je le sens, là. Hein, elles sont un peu tendues. Hé. Non mais, sale bête. Hein? Bah oui, mais Mouta, t'es sur son nana. Ah la bourrique, quoi. Bourrique. Ça va très bien, encore un peu fatiguée par l'œuf d'hier, et toi? Ah bah pareil. Hier, ouais, je pareil, un peu fatiguée aussi du live d'hier, et ça se ressent. Là, mon café commence à peine à faire effet. Mais on arrive dans vraiment cette période incroyable, magique. La mer de Whistler pour tous les fans de Mr Bean. Hein. Vous-même, vous savez. Et donc voilà, on est vraiment dans toute cette partie. Bah, avant, enfin au tout début de l'impressionnisme, donc notamment le groupe des Batignolles. Enfin voilà, on est sur cette période-là. Manet. Avant les impressionnistes, hein, donc on a Manet. Tu as testé Hades hier soir, du coup. Ouais. Je l'avais testé il y a... En fait, je l'ai testé quand je l'ai installé, il y a 2 semaines. Hein, j'ai joué une petite heure. Et bah là, je rejouais de nouveau hier, et c'est vrai que c'était
C'était un super moment, enfin je me suis beaucoup amusée. Et en plus, bah, j'avais des super conseils dans le chat, enfin du chat. Donc c'était, ma foi, fort plaisant. Et puis du coup, on a parlé mythologie, on a parlé du personnage de Zagreus à travers le principe de résurrection, un petit peu l'orphisme, tout ça. Donc c'était assez sympa. Enfin, voilà, le comment, pour moi, le jeu, comment avait été pensé d'un point de vue à la fois ambiance familiale et en même temps autour du principe de la résurrection qui te permet du cycle finalement de réincarnation à travers le personnage de Zagreus et de l'orphisme de manière plus générale. Voilà. Et donc là, on est face... Alors, attendez, on va essayer de se mettre face quand même pour de vrai. Nion. Bon, presque de face. Ah, en même temps, j'avais trop zoomé, autant pour moi. Donc là, et si je me mets là du coup. Alors, et là, tu vois, le cartel est presque nickel. Hein. Attends, on va essayer de retourner là. Oh, ouais, j'avoue. Bon, voilà, allez. Comme ça, et on bouge plus. Donc là, on est dans les salles début années 1860 à peu près. Petit café. Et l'œuvre maîtresse de ces années 1860, donc on est, encore une fois, on est avant Van Gogh, donc jusque les vignettes là en bas, c'est pas très bien. Voilà. Là, on est face à une œuvre majeure, une œuvre de Manet, qui n'est pas impressionniste, mais qui est considéré comme étant un petit peu le chef de file, qui est un petit peu à l'origine de cette pensée nouvelle, hein, en fait. Parce que les impressionnistes, eux, ils sont pas du tout dans le système. Vous vous souvenez, au début, on a évoqué un peu la question de l'artiste, est-ce qu'il doit suivre ce que le système lui dit. Donc tu feras de l'antiquité, tu feras dans la blancheur, dans le pur, voilà. Donc un climat un peu... chiant. J'ai rien dit. Non, pas chiant, je suis méchante, parce que c'est aussi des sujets passionnants. Non, mais par contre, c'est très, très orienté. C'est... Tu vois, c'est comme si on avait un petit peu des œillères. C'est-à-dire qu'en gros, dès que tu commences à sortir un peu des sujets, ça va pas. Non, essaye même pas. Voilà. Donc on a des sujets type, une manière de faire type. Mais par contre, le truc qui est... Il faut mettre à leur crédit, hein, donc j'espère qu'on verra un peu notamment Cabanel. Les artistes académiques sont des techniciens incroyables. C'est-à-dire que ils dessinent, c'est incroyable, c'est d'une très très grande qualité ce qu'ils font. C'est juste que bon, on est sur des sujets... Voilà. Et du coup, on a cette manière de voir un petit peu le monde de l'art, et on a tout d'un coup ces sortes d'ovnis que sont Manet, puis après les impressionnistes, puis après Van Gogh, etc., Gauguin, etc., qui vont un petit peu mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Donc après, c'est pas les premiers à le faire, hein. Il y en avait d'autres avant. Vous avez Gustave Courbet, hein. Alors lui, c'est plus que le coup de pied dans la fourmilière, lui, c'est le coup de canon dans la fourmilière. Et parce qu'en plus, ils ont l'ego qui vont avec. Enfin, pas tous, mais certains ont l'ego, comme Courbet, hein, qui va avec. Et là, donc Manet, lui, il va créer cette œuvre, donc le Déjeuner sur l'herbe, et il va le proposer au salon de 1863. Yo là-dedans. Salut Dramaker, ça va? Et donc il va proposer cette toile au salon de 1863, au salon officiel. Ça va être refusé pour plusieurs raisons. Déjà, vous voyez, là on a une femme toute nue, entourée d'hommes habillés. On a les vêtements de la femme en bas à gauche. Donc on se dit, mais c'est quoi ce pique-nique chelou? Hein? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les fourrés ce matin? Et ben voilà, c'est là, clairement, le public voit une pose... Enfin, on pourrait se dire, tiens, ça se trouve, c'est des artistes, et là, c'est son modèle, donc ils font une petite pause dans le tableau. Non, vraiment, le côté, les fringues sont en bas à gauche. On y voit clairement une allusion sexuelle. En gros, c'est une petite partie libertine dans les bois, quoi. Concrètement, c'est ce qu'on voit. En plus, les deux jeunes, les deux hommes, ils sont habillés un petit peu comme des étudiants de l'époque.
Donc, bon, voilà, il y a ce côté... il y a ce côté qui ne plaît pas. Il y a cet aspect-là. On se dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que de nouveau, là, on a une femme nue avec 2 hommes, mais ils sont habillés comme dans leur temps, en fait. Ils sont habillés selon leur époque. Du coup, ça plaît pas. Ça plaît pas du tout. Parce qu'il y a du nu partout. Il y a du nu dans les tableaux. Les sculptures, vous avez vu, il y avait du nu. Mais comme c'est des représentations de dieux de l'Antiquité ou de déesses de l'Antiquité, mais c'est pas grave en fait. Il y a une excuse. Le nu, il n'y a pas de problème à partir du moment où on le justifie. Il faut toujours qu'il y ait une excuse pour peindre le nu. Le peindre ou le sculpter, peu importe. Bien, bien, bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. On est au musée d'Orsay, donc ça va. Ça va bien. Donc voilà, donc ce nu, si tu peins une Vénus, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu peins, voilà, une jeune femme dans les bois, à côté d'un panier de fruits et de ses fringues mis par terre, bah non, ça va pas. Ça va pas. On se dit, tiens, mon Dieu, c'est scandaleux, c'est de la pornographie, etc. Et surtout que le truc un peu ballot, c'est que Manet, c'est quelqu'un qui a une très très grande culture. C'est quelqu'un qui visitait les musées, enfin comme beaucoup d'artistes, tu me diras, mais c'est quelqu'un qui connaît bien l'art et qui a une passion notamment pour tout ce qui est art espagnol et l'art de la Renaissance. Et en fait, dans ce tableau, on a des représentations on a des œuvres de la Renaissance dans ce tableau-là. On a une image du concert champêtre de Titien. On a une gravure en fait, on a une œuvre de Raphaël qui a disparu, qui est connue grâce à une gravure. Et en fait, Manet a vu cette gravure représentant une œuvre de Raphaël et on a la même position des personnages. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande culture, c'est juste que la manière de faire, ça va pas. Ça va pas, et puis comme en plus ils sont pas représentés comme des dieux de l'Antiquité, ça va pas. Point, c'est décadent. Mais tout à fait, c'est le point décadence du stream. Enfin non, il y en avait plusieurs. Donc voilà, ça plaît pas. Et en plus, bon, ce qui plaît pas, moi, franchement, la première fois que j'ai vu ce tableau, j'ai pas du tout aimé. Enfin, de manière générale, les œuvres de Manet, au début, j'aimais pas du tout ça. Je trouvais qu'il y avait un côté à la fois réaliste, qui me perturbait, notamment dans le traitement des personnages que, comme justement, ils n'étaient pas idéalisés, j'étais tellement forgée, mon regard était tellement habitué à voir de l'idéal antique, forcément, ça me plaisait pas. Et en plus, il y a un autre truc qui me... Bon, aujourd'hui encore, je m'arracherai les cheveux pour ce truc-là. Quand tu regardes le tableau, là, au fond, t'as une femme dans une rivière, et à côté, t'as une barque. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que t'as fait avec la perspective, là? Là, t'as zéro perspective de respecter. Enfin, là, ta perspective, elle est aux fraises. Elle est partie, elle est partie cueillir des fraises très très loin. Mais là, ça va pas. Et moi, ça c'est le truc qui me rend folle. Je sais, il me faut pas grand-chose. Mais... Ah oui, non, mais oui, c'est décadent pour l'époque, tout à fait. Donc voilà, ça me... Ça, j'y arrive pas. Ça, vraiment, c'était le truc... Bon. Mais par contre, cette question du regard, ça m'a vraiment... ça m'a permis de m'interroger sur le fait que, en même temps, on peut pas trop en vouloir aux gens à l'époque d'apprécier que de l'art antique, parce qu'en fait, à force de te mettre que de l'art antique dans la tête, ton œil s'habitue, en fait. Et du coup, quand tu proposes quelque chose de radicalement différent, on se dit, enfin, tu vois, il y a toujours un moment d'appréhension. Et après, soit tu restes dans cette appréhension, soit tu réfléchis, tu dis, tiens, tu relativises, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Manet, c'est un de mes artistes préférés, alors que au début, mais j'aimais pas du tout. Ça me choquait, et puis ça me parlait pas visuellement. Alors qu'aujourd'hui, ça me parle énormément. En plus, aussi pour dire que, on dit souvent les goûts, les couleurs, ça peut aussi changer. Oui, enfin... Le regard qu'on a sur le monde, il change, et c'est aussi... c'est pareil pour l'art, quoi.
Il y a des choses que tu aimais bien quand tu étais plus jeune, et bah aujourd'hui tu les vis autrement. Donc bon voilà, du coup, je me pose la question par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certains... On nous bombarde de certains artistes, de certains arts. Et je me dis, bah tiens, on nous forge un œil qui... Enfin, je me pose des questions. Je me pose des questions sur le fait qu'aujourd'hui, on nous bombarde d'art contemporain, mais de certains types d'art contemporain à toutes les sauces. Et je me demande quelle influence ça va avoir sur notamment sur notre regard, en fait, sur notre appréciation de l'art.